Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va prendre un sujet à contre-pied de ce que je vous raconte d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va parler d'hyper-indépendance et pourquoi c'est finalement étroitement lié à la dépendance affective. Cet épisode de podcast, il est basé sur une étude que j'ai faite moi-même ces 4 dernières années auprès des personnes que j'ai accompagnées, mais aussi, comme toujours, un peu grâce à mon histoire personnelle et au constat que j'ai fait sur certains mécanismes, relationnels qu'on peut avoir quand on est dans la dépendance affective, ou du moins, quand on a une blessure ou un syndrome d'abandon, comme je vous en parle souvent. Donc, je ne vais pas vous refaire le topo sur la dépendance affective. Il y a tout un tas d'épisodes sur ma chaîne de podcast qui vous en parlent. Qu'est-ce que c'est, comment on le vit, quelles sont ses caractéristiques, ses origines. Bref, vous avez de quoi faire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'est l'hyper-indépendance. Quel comportement on peut avoir quand on est hyper-indépendant dans une relation et surtout pourquoi on en vient à développer cette hyper-indépendance, pourquoi elle peut vite devenir toxique. Pour soi, pour les autres, et finalement, quelles réactions passées ont créé cette hyper-indépendance et finalement ce qu'on croit en tout cas être un manque de connexion émotionnelle profond. L'hyper-indépendance, finalement, elle résulte de la même blessure que la dépendance affective. C'est simplement des mécanismes différents qui se sont mis en place, ou en tout cas que notre cerveau a mis en place pour se protéger d'un éventuel abandon de nouveau. Pourquoi j'avais envie de vous en parler ? Je pense que c'est par ça qu'il faut commencer. C'est que très souvent, mes posts Instagram, mes épisodes de podcast, ils viennent toucher certaines blessures, ça viennent faire écho chez les personnes qui écoutent et qui sont concernées par les problématiques que j'aborde. Et ces dernières années, mais spécialement ces derniers mois, et ce n'est pas pour rien, j'ai pas mal de personnes qui viennent à moi en étant presque en colère suite à des posts que j'ai écrits. Et je vous avoue que c'est un peu mon petit plaisir à moi, dans le sens où, dans mon métier, évidemment, mon but, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. C'est aider les gens, évidemment, à sortir de la dépendance affective, de leurs mécanismes relationnels qui sont non épanouissants. Mais c'est aussi et surtout venir vous raconter des choses pour que vous essayiez de vous connaître mieux, de vous comprendre mieux. Et forcément, quand je viens toucher sur des points qui font pas trop plaisir, ça vient créer une forme de résistance chez les personnes qui, à ce moment-là, de l'écoute ou de la lecture, ne sont pas prêts à réaliser que certains de leurs comportements, ils en sont responsables ou que ça vient de telle ou telle chose. Et finalement, c'est ce point de résistance qui va vous amener à la réflexion. Parfois tout de suite et parfois des mois, voire des années après, vous comprendrez pourquoi j'ai exprimé tel point de vue. Encore une fois, et je le répète à chaque épisode, ça ne signifie pas que j'ai la vérité absolue, que tout ce que je dis est vrai. Et je vous invite toujours à vous faire votre propre avis en fonction de votre propre expérience et de vos croyances aussi. Mais comme toujours, c'est hyper important de venir essayer de comprendre pourquoi une personne qui a étudié la dépendance affective, les relations amoureuses en long, en large et en travers, vient exposer ce point de vue-là. Donc je remarque, avec ces femmes, ces hommes qui viennent me voir, qui sont dans la résistance, qu'il y a cette forme d'hyper-indépendance qui a été créée, dans le sens où on vient parfois me dire, tu sais Auria, moi je comprends pas ce que tu dis, parce que j'ai quand même confiance en moi, je pose mes limites, et pourtant j'enchaîne les relations toxiques. Et très souvent, quand je creuse un petit peu avec ces personnes, ou quand je les invite en tout cas à réserver soit un appel avec moi, soit un coaching, peu importe, je me rends compte que ce sont des personnes qui se sont créées cette carapace pour ne plus jamais avoir à vivre une forme d'abandon. Parce que c'est plus facile pour notre cerveau de nous maintenir en sécurité dans un environnement dans lequel on ne risque pas de nous faire du mal ou d'avoir mal tout simplement. Donc c'est plus facile de créer de la distance avec les autres, de se convaincre qu'on n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux. Et
effectivement, c'est le cas. Je fais une petite parenthèse sur ça parce que mon discours, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être en couple dans une relation engageante, puisque la dernière fois, c'est un peu le discours qu'on m'a tenu. C'est pas du tout ce que je véhicule. Moi, je m'occupe principalement de personnes qui ont envie d'être dans des relations engageantes et qui n'y arrivent pas. Mais bien évidemment, il y a des personnes qui sont dans une indépendance réelle, authentique, qui est saine pour elles, qui sont profondément heureuses dans cette indépendance-là. Mais là, je vous parle spécifiquement des personnes qui sont dans l'hyper-indépendance et donc dans une hyper-vigilance et donc dans un besoin de contrôle extrêmement fort qui vient en fait créer une forme d'anxiété et donc forcément un non-épanouissement ou en tout cas un bonheur qui va être biaisé de temps en temps. Je vous parle des personnes qui viennent à moi avec ces mécanismes d'hyper-indépendance et qui pourtant souffrent énormément du fait de ne pas réussir à être dans des relations épanouissantes. Ce mécanisme d'hyper-indépendance, il a été mis en place par notre cerveau pour nous protéger. Et je vous dis ça parce que j'ai eu un moment de ma vie où j'ai eu besoin de me convaincre que je n'avais pas besoin d'un homme pour être heureuse. Je savais subvenir à mes propres besoins. Finalement, être seule, c'était super, ce qui peut être le cas bien entendu, et ce qui est le cas bien entendu, parce que toutes les situations sont bénéfiques pour une raison ou une autre. Mais quand on est très honnête envers soi-même, on se rend compte que c'est aussi parce qu'on n'a pas confiance en notre capacité de résilience. La résilience, c'est vraiment le fait de réussir à transformer une situation négative en une situation positive. C'est vraiment le fait de réussir à aller de l'avant après des traumatismes et des événements très douloureux. Et on n'a pas confiance en ses propres émotions. Quand je creuse auprès de ces personnes-là, il y a un besoin de contrôle qui est très fort, qui se rapproche grandement de cette hypervigilance dans laquelle on est quand on est dans des mécanismes de dépendance affective. On va être dans le fait de se convaincre qu'on est très bien seul. Et très souvent, le mécanisme qui suit, c'est que des personnes qui sont hyper indépendantes vont rencontrer une personne pour éventuellement une relation amoureuse ou que sais-je encore, et finalement vont montrer ça, c'est-à-dire le masque de l'hyper-indépendant, et finalement, quand elles vont vouloir un peu baisser la garde ou qu'elles vont, on va dire, être dans des sentiments ou se laisser aller à des sentiments plus forts, elles vont laisser tomber le masque de l'hyper-indépendant, se montrer plus vulnérables, et ça crée en fait une dissonance auprès du partenaire. Et ça, on a tendance à l'oublier, c'est-à-dire qu'on associe le fait d'avoir montré ses émotions ou parler de ce qu'on veut avec la personne au fait que la personne s'en aille. Alors qu'en fait, ça crée juste une espèce d'incohérence pour l'autre, puisque c'est aussi ce qui a séduit l'autre. Dans le sens où, je vous laisse imaginer, vous rencontrez une personne pour la première fois, elle est bien dans sa vie, bien seule, très indépendante. C'est ce qui vous séduit, c'est-à-dire que c'est pour cette raison que vous décidez de continuer avec quelqu'un, et finalement, cette personne se montre finalement très vulnérable derrière ça. Et quand je parle de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle va parler beaucoup plus facilement de ses sentiments, elle va être beaucoup plus dans ses émotions, peut-être beaucoup plus dans ses insécurités aussi. Et l'autre, le partenaire en face, ne comprend pas ça. Parce que souvent, l'hyper-indépendant ne va pas montrer ces facettes-là avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça va créer une espèce d'incohérence qui va devenir insécurisante pour l'autre. Parce que finalement, c'est pas ce qu'on avait montré au départ. Je suis pas en train de dire qu'il faut être soit hyper-indépendant, soit se montrer vulnérable et authentique. On peut être les deux, je suis les deux, et c'est deux facettes de moi que j'aime profondément. Par contre, évidemment qu'on ne se montre pas hyper vulnérable au premier rendez-vous, mais j'aime croire qu'il est possible de parler de son indépendance, mais finalement de parler aussi de sa sensibilité. Et c'est comme si, dans cette société, on nous interdisait de montrer ces deux facettes-là. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, ce que je veux véhiculer aussi, c'est que vous preniez conscience de votre hyper-indépendance, si elle est là, parce que très souvent, derrière la dépendance affective, il y a une forme d'hyper-indépendance et inversement. Donc, je vous laisse juste observer chez vous quels sont vos mécanismes d'hyper-indépendance. Donc, comme je le disais, le besoin de contrôle, le fait de créer de la distance avec les autres, le fait de
ne pas vouloir forcément être dans des relations engageantes, aller aussi vers des partenaires qui ne nous conviennent pas parce que ça crée une forme de désengagement, parce que derrière ça aussi, derrière l'hyper-indépendance, il y a une peur profonde de l'engagement. Et même si rationnellement vous allez vous dire que vous avez envie d'être dans une relation qui soit engagée et que vous avez envie de rencontrer un partenaire qui va s'engager au même niveau que vous, en fait, vous avez une peur panique de cet engagement-là. Et je vous assure que la plupart des personnes que j'accompagne, il faut vraiment que j'aille creuser au fond, pour qu'elles soient capables de voir cette peur-là. Parce que très souvent, dans l'hyper-indépendance, c'est tellement le mental qui a pris le dessus qu'on est dans un truc où on n'est plus capable de voir nos émotions. Et donc, on va être dans un discours où, si moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être engagée dans cette relation, j'ai envie de construire, mais quand je vais tout au fond, la peur est tellement grande que cette peur a fait déclencher des mécanismes de protection pour ne jamais vraiment avoir à s'engager, pour rester dans des relations qui finalement ne sont pas des relations comme on le voudrait. Donc, je vous laisse juste observer votre propre mécanisme de dépendance et d'hyper-indépendance. C'est hyper important d'aller comprendre et reconnaître quelles sont vos parts de dépendance et d'hyper-indépendance, parce que malgré ce qu'on croit, les deux sont liés, et en fonction des situations, en fonction des relations, en fonction des partenaires, en fonction des cycles de vie, on va être plutôt dépendant ou plutôt hyper-indépendant. Souvent, les personnes qui sont dans cette hyper-indépendance ont en fait été des personnes qui toute leur vie ont été dépendantes affectives, ou en tout cas une partie de leur vie, parce que l'hyper-indépendance, elle a pu aussi se déclarer très très tôt, je pense après 7 ans, justement par instinct de protection, mais ça peut arriver aussi plus tard, après une succession d'expériences de dépendance affective qui ont été trop douloureuses, et donc l'envie de se détacher complètement des hommes, des femmes, des relations de couple, même si, encore une fois, on va essayer de les créer, mais elles vont souvent être chaotiques parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, parce qu'il y a le masque de l'hyper-indépendant qui finalement prend toujours le dessus par peur qu'une personne nous fasse redevenir dépendant affectif. Donc c'est extrêmement complexe en termes, j'allais dire, neurolinguistiques, en termes neuroscientifiques, ça peut être extrêmement complexe, mais en fait, la dépendance et l'hyper-indépendance se créent au même endroit du cerveau. Et les mécanismes, et ça je vous le dis tout le temps, sont juste des réactions et des habitudes que le cerveau a mis en place pour se sécuriser au maximum, parce que c'est son rôle principal. Je le répète souvent, mais notre cerveau, de base, au temps de la préhistoire, il avait 2 rôles, et surtout le rôle principal de nous sécuriser. C'est pour ça qu'il nous faisait nous cacher, aller chasser pour manger. Voilà, c'était son seul rôle. Et aujourd'hui, c'est aussi son seul rôle. Sauf que la vie est différente, mais les mécanismes eux-mêmes restent les mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place consciemment et inconsciemment est là pour nous protéger d'une certaine manière. C'est pour ça qu'existe dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, la peur de la réussite. Et ça peut paraître fou, parce qu'on se dit, en fait, si on devient entrepreneur, c'est pour réussir. Mais la peur de la réussite peut être tellement forte, parce que en fonction de nos croyances, elle peut nous amener à penser que la réussite nous amène à des choses qui finalement seraient négatives ou non bénéfiques pour nous. Donc, on va mettre en place des choses pour ne jamais avoir accès à cette réussite-là, parce qu'on sait mieux gérer l'échec. Donc, c'est assez fou, mais c'est une réalité. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les origines psychologiques de cette hyper-indépendance, c'est exactement les mêmes que ceux de la dépendance affective. Ça résulte d'une blessure d'abandon, d'une peur de l'abandon énorme, et donc on crée de la distance, on développe finalement un attachement dit évitant, alors qu'en fait, en réalité, on est dans un attachement anxieux. C'est qu'on a tellement peur de perdre l'autre qu'on va préférer créer de la distance dans toutes nos relations. Comme ça nous permet, en tout cas, ça nous donne l'illusion qu'on a le contrôle, et donc qu'on évite la souffrance à terme. Le problème, c'est les impacts que ça va avoir sur la relation. Puisque dans un cas comme dans l'autre, la dépendance affective, on connaît
les impacts sur la relation, ça crée énormément d'anxiété, souvent énormément de souffrance, être attiré dans des relations qui ne nous conviennent pas et donc viennent valider les croyances liées à la dépendance affective. Mais finalement, dans l'hyperindépendance, c'est pareil. Ça va affecter la dynamique de la relation puisque ça va inclure souvent des problèmes de communication et des déséquilibres dans les conflits, dans le pouvoir relationnel. On va finalement avoir de grosses conséquences à long terme pour la santé émotionnelle et la stabilité du couple, et puis pour soi-même individuellement, parce que quand même, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment vous individuellement, comment vous vous sentez. Mais ça va être hyper important déjà de reconnaître, parce que finalement, comment on gère l'hyper-indépendance ? Comme tout, comme la dépendance affective, je vous le redis, il n'y a pas de solution miracle. Vous allez voir des coachs qui vont sûrement vous proposer des solutions miracles, mais c'est des mécanismes qui souvent sont mis en place depuis si longtemps qu'il va falloir beaucoup de temps pour les déconstruire, pour gérer ces comportements-là et pour apprendre d'autres techniques de communication et en fait venir recréer d'autres habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, votre cerveau, il s'est habitué à ce que, par exemple, je vous donne un exemple très concret, puisque étant enfant, par exemple, quand vous exprimiez vos émotions à un de vos parents, c'était rejeté, vous assimilez le fait qu'exprimer ses émotions, c'est la possibilité de se faire rejeter. Donc, votre cerveau, pour vous sécuriser cette sensation de rejet, va vous faire croire qu'il ne faut pas exprimer ses émotions, ou en tout cas, tant qu'on ne les exprime pas, on ne se fait pas rejeter. Donc, c'est une stratégie mise en place, et du coup, toute votre vie, vous fonctionnez comme ça, puis vous vous en rendez compte, mais pour venir déconstruire ça, il faut déjà avoir conscience de ces mécanismes-là. Donc, essayez de voir dans vos relations, de manière générale, quels sont les comportements que vous avez mis en place, qu'est-ce qui se répète, quelles sont les raisons, par exemple, des séparations, qu'est-ce qui se fait de la même manière à chaque fois, qu'est-ce que vous faites de la même manière à chaque fois, et ensuite, voilà, j'allais dire, le plus important, c'est vraiment de venir s'auto-évaluer et d'avoir une vraie conscience de ses propres comportements pour pouvoir finalement les réguler. Sans conscience de la manière dont on se comporte, on ne va pas pouvoir transformer nos comportements. On a souvent l'impression que ça vient de l'extérieur. Et il y a ce truc de « il faut que je fasse autrement », ce qui peut être une réalité. Mais si vous ne prenez pas le problème à la source, si vous ne venez pas comprendre pourquoi vous agissez comme ça, quelles sont vos motivations à agir comme ça, quels sont les bénéfices cachés à agir comme ça, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez, le naturel reviendra au galop. Parce que c'est ce qui est ancré dans votre corps. Donc c'est tout le travail que je fais en coaching, c'est vraiment venir déconstruire tout ce qui est là, ancré. Mais pour ça, il y a un véritable travail d'observation, de prise de conscience et d'introspection pour pouvoir ensuite déconstruire les croyances qui font qu'aujourd'hui, vous avez mis en place tous ces comportements. Donc, il y a un véritable lien entre la dépendance et l'hyperindépendance. C'est d'abord donc cette blessure d'abandon et ensuite les relations qui vont être non épanouissantes. Il y a aussi le besoin de contrôle, sauf qu'il se manifeste de manière différente, mais il peut très souvent y avoir finalement deux dépendants dans une même relation, mais il y en a un qui va avoir le masque de l'hyper-indépendant et l'autre du dépendant. Attention, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il ne faut pas non plus que ça vous arrange, quand vous êtes dans la dépendance affective, d'être avec quelqu'un qui en a rien à faire de vous et dont la relation est toxique, et du coup ça vous arrange de dire c'est parce qu'il est hyper-indépendant. Ce n'est pas toujours le cas. Je préfère quand même le rappeler. Donc, prenez le temps d'observer quels sont vos comportements dans ces moments-là, parce qu'en fait c'est juste aussi une question de prisme et de parti pris par votre cerveau et vous-même au moment des mécanismes, mais il y a quand même des mécanismes similaires qui vont exacerber les problématiques dans vos relations
Et dans les deux cas, que vous soyez aujourd'hui dans la dépendance ou l'hyper-indépendance, je vous invite vraiment à vous faire accompagner là-dessus. Parce que aujourd'hui, vous avez tellement... Surtout quand vous êtes dans l'hyper-indépendance, il y a cette espèce de carapace que vous avez créée et qui parfois, en fait, est tellement forte que vous n'allez rien laisser passer et finalement, vous allez vous fermer complètement et du coup, vous empêcher de recevoir aussi l'amour des autres sous toutes ses formes. Je parle pas forcément de l'amour amoureux, mais parce qu'il y a un côté, c'est bon, je me débrouille toute seule, je sais faire toute seule, alors que on a aussi besoin des autres pour vivre, dans le sens où on reste des êtres sociaux et c'est normal qu'on ait besoin de créer du lien. Après, à plus ou moins grande échelle, qu'on soit dépendant, hyper indépendant ou encore introverti, extraverti, ça c'est propre à chacun. Mais déjà, prenez le temps de vous observer et n'hésitez pas ensuite à me partager, par exemple, ce que vous avez entendu, retenu de cet épisode de podcast. Est-ce que ça a fait écho en vous? Et de quelle manière? Est-ce que ça a aussi créé des résistances chez vous? Ça, c'est toujours hyper intéressant pour moi. Et je suis prête à vous entendre et je suis très ouverte au débat. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, comme toujours avec tout mon amour, et à la semaine prochaine.